Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Yann Bouvet et je ne vais pas me présenter plus parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de moi. Et plus précisément, je vais vous parler du moi d'il y a 3 ans. Parce qu'il y a des 3 ans déjà j'avais un peu plus de cheveux. Mais aussi c'est l'époque où avec ma compagne on a pris une décision un peu folle, ça a été de prendre un petit chien. Et il faut savoir que quand vous passez dans votre vie de 0 à 1 chien, ça implique quand même un grand bouleversement du quotidien. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai aussi subi un grand bouleversement de ma vie professionnelle qui m'a amené à redevenir junior et à réinventer ma façon de travailler. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour remettre les choses dans leur contexte, il y a 3 ans, moi j'étais développeur full stack déjà depuis 6 ans et j'avais quand même une grande confiance en mes compétences techniques parce que je travaillais pour une ASN qui mettait en valeur les compétences techniques et la débrouille de ses prestataires. Et j'avais l'habitude de travailler sur des projets où j'étais seul, sur des projets où il fallait avancer rapidement et du coup, dans des milieux dans lesquels on n'avait pas trop l'habitude de faire des tests, on ne voulait pas faire cet investissement et plus globalement, il n'y avait pas vraiment de stratégie de faire vivre le code de façon pérenne dans le temps. En plus de ça, à l'époque, j'avais des amis qui commençaient tout juste leur carrière de dev après une reconversion et qui ont eu des expériences complètement différentes de la mienne. Et eux ont commencé à parler de test-driven development, de domain-driven design, voire même d'architecture hexagonale. Et bon, du haut de mes 6 ans d'expérience, moi je considérais que c'était des buzzwords, voire du langage de commercial pour vendre des missions plus chères, mais pas vraiment une techno ou une façon de faire dans laquelle je voulais m'investir. Et donc tout ce contexte d'il y a 3 ans, ça a littéralement été l'occasion pour moi de recevoir un parpaing de lucidité. Un parpaing de lucidité qui a pris la forme d'un entretien pour un prospect qui travaillait dans l'immobilier et qui lui cherchait des développeurs avec des convictions en termes de qualité de code, des développeurs qui pratiquaient le TDD et des développeurs qui avaient des notions de DDD pour pouvoir enseigner ces pratiques à ses équipes. Et bon, avec le profil que je vous ai donné de moi d'il y a 3 ans, vous pouvez imaginer ce qu'il m'a répondu. Il m'a quand même pas dit «mais tu codes n'importe comment en fait», mais j'ai été jugé trop junior. Ce qui, bon, après 6 ans d'expérience, quand on a l'habitude de performer en entretien technique, ça fait un peu mal. Donc il s'ensuit forcément une bonne grosse remise en question. On parcourt un peu toutes les étapes du deuil et forcément un peu de colère, notamment envers mon commercial parce qu'il n'avait pas su me positionner sur une mission sur laquelle je pouvais réussir. Et on se reconstruit peu à peu, on relativise et moi ce qu'on m'a toujours dit, c'est quand un entretien se passe mal, il faut demander du feedback. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à mes interlocuteurs en leur disant: «Bah, j'ai bien aimé les conversations qu'on a eues sur mes pratiques, les choses dont on a parlé, ça me paraissait super intéressant. Est-ce que vous avez des ressources qui pourraient me permettre, de m'améliorer dans ces domaines?» Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y en a un qui m'a répondu, qui m'a envoyé toute une liste de ressources, d'articles, de conférences, qui m'a expliqué pourquoi on visait à décorréler le code métier du code infra, tout plein de ressources qui parlaient de CQRS, d'event sourcing, d'architecture hexagonale, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin vers le craft. Et la première chose que j'aurais dû faire, ça aurait été de trier les ressources. Parce que quand on se lance à apprendre quelque chose, surtout à notre époque où on a beaucoup de ressources à disponibilité facilement, et bah, il y a 2 critères qu'on doit avoir en tête pour être sûr de pouvoir apprendre correctement. C'est d'abord de s'assurer que les ressources qu'on va consulter détiennent une vérité qui nous convient et qui est celle vers laquelle on veut tendre. Et en plus de ça, 2e point, qu'on est armé au moment où on consulte ces ressources pour les comprendre. Bon, pour le premier point, il n'y avait pas de souci, c'était un de mes pairs qui m'avait conseillé plein de trucs, donc super. Mais pour le deuxième, je me rappelle d'avoir cliqué sur un lien qui parlait de CQRS, un blog en anglais avec du texte noir sur blanc, aucun schéma, et j'ai rien compris, j'y suis revenu que beaucoup plus tard. Et donc, un truc qui m'aide, moi, vachement pour pouvoir sélectionner les bonnes ressources, c'est ce que j'appelle trouver mes propres experts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver des gens qui sont sur le même chemin d'apprentissage que vous et qui ont juste un peu d'avance. Et donc, ils vont pouvoir vous dire par quel processus ils sont passés, quels articles, quelles sources les ont aidés dernièrement à progresser. Donc moi, bien sûr, j'ai fait un petit mea culpa, mais je suis allé voir mes amis. Et ils m'ont dit que, par exemple, CQRS, fallait peut-être pas se lancer là-dessus d'abord, mais TDD, c'était peut-être plus intéressant, et voire même plutôt commencer à savoir faire des tests, ce serait déjà un bon début. Et pour pouvoir aussi trouver des experts, un truc hyper facile, c'est de participer à des meet-up.
Parce que dans les meet-up, on a des sujets qui sont ultra précis. Par exemple, à Lyon, on a les software crafters qui parlent de craft et énormément de craft. Et on peut rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités et qui sauront vous conseiller sur justement ces ressources qui vous feront progresser. Donc là, c'est cool. Je suis capable de progresser tout seul dans ma chambre, mais j'ai remarqué un truc, moi, c'est que quand je discute avec des gens, quand je travaille avec des gens, j'apprends beaucoup plus vite. Donc ce que j'aimerais, moi, ce serait pouvoir apprendre avec tout le monde. Je vais vous laisser une seconde pour lire le gag, il est un peu verbeux. Et donc, apprendre de tout le monde, ça part par un petit trick mental qui est tout simple, c'est se mettre dans une position d'humilité. C'est-à-dire, bah moi, quand j'arrive à ce moment-là, je remets en question toute ma carrière, et c'est très facile d'aller voir mes amis qui sont beaucoup plus juniors et de leur dire, bah, apprends-moi ce que tu sais, je réinvente ma façon de travailler, et voilà. Donc ça, c'est très facile à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête au quotidien, parce que c'est très facile d'apprendre de tout le monde dans un contexte professionnel, parce qu'on évolue tous au sein d'une même code base, au sein d'un même métier, au sein d'une même organisation, et on n'a pas tous les mêmes vécus là-dessus. Et donc, tout le monde détient un savoir qui pourrait être intéressant pour nous. Et donc, se mettre dans cette position d'humilité, quand on discute avec les gens, ça permet d'apprendre plus facilement. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que toujours il y a 3 ans, moi, quand j'arrivais dans une mission et que on me disait bah, tu es la personne qui en sait le plus, toi tu es un peu plus expert, ce serait bien que tu formes nos équipes, et bah, pour moi c'était terrible parce que ça voulait dire que sur cette mission, j'allais rien apprendre. Et en fait, avec ce simple trick mental, c'est assez facile de continuer à apprendre des choses. Et en plus de ça, mon objectif, quand je vois que je détiens un peu plus de savoir sur certaines catégories de choses, c'est de les enseigner à mes collègues pour qu'ils puissent justement les challenger et qu'on puisse remettre en question mes pratiques pour les améliorer. Et ça passe par quoi ça? Eh ben, mon médium préféré dans le code pour mettre à plat ce genre de choses et avoir ce genre de discussion, c'est le pair programming. Pair programming, c'est un outil ultra utile pour faire de l'unification de pratiques dans vos équipes et aussi pour inclure beaucoup plus de débats en termes de qualité, parce que quand je vais pair programmer avec Michel lundi, eh ben, on va se mettre d'accord sur une certaine façon de faire les choses, une certaine qualité de code. Et le lendemain, quand je vais pair programmer avec Sarah, eh ben, on va remettre des sous dans la machine pour remettre en question sur les choses sur lesquelles je m'étais mis d'accord avec Michel. Et au final, on arrive à une unification des pratiques et aussi à beaucoup challenger les habitudes des uns et des autres. Et donc là, c'est cool parce que je suis capable d'apprendre seul, je suis capable d'apprendre vite, et il serait peut-être temps de planifier un peu cet apprentissage et donc de baliser un nouveau chemin. Comment je fais ça? Moi, c'est très simple. J'utilise une petite méthode que j'utilisais d'abord dans ma vie privée, notamment dans le sport. C'est de définir des objectifs et d'y revenir assez souvent. C'est 3 types d'objectifs. Un objectif long terme qui va nous guider à horizon, à grande maille. C'est-à-dire en ce moment, moi, c'est plus arriver à utiliser le DDD de manière professionnelle. Un objectif moyen terme, donc plus là, on est sur des horizons 6 mois, 1 an. Bah, en ce moment, moi, c'est plus pouvoir utiliser complètement la pipeline des ateliers DDD ou voir avoir un certain nombre d'event storming à mon actif sur les 6 prochains mois. Et enfin, le plus intéressant, les objectifs très court terme, donc qui ressemblent un peu aux tâches qu'on peut retrouver dans nos sprints agiles. C'est des objectifs très faciles à faire, qui du coup vont pas nous prendre beaucoup de temps et sur lesquels on va pouvoir les caler dans notre semaine, et surtout sur lesquels on va pouvoir revenir sur une liste pour voir par où on est passé, où on va, et pour avoir ce sentiment de progression. Et donc, ce qui est important surtout, c'est de les traquer, ces objectifs. Donc bien sûr, on pourrait prendre des post-it et tapisser sa chambre pour les checker au fur et à mesure, mais moi ce que j'utilise, c'est Notion. J'ai notamment une catégorie veille dans laquelle j'ai des to-do list sur lesquels je retrouve un peu tous mes objectifs, et je vois surtout tous ceux que j'ai cochés au fur et à mesure des années. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça me donne mon évolution, que même si moi je ne le ressens pas, j'ai un témoin de ma progression. Et donc, à force de réaliser ces objectifs, j'ai repéré que j'avais une petite méthode d'amélioration continue en 4 étapes qui me permettaient de résoudre facilement ces objectifs. Ça passe par l'étape tout en haut, là, en premier, qui est une étape de planification. Donc là, je vais checker ma liste, sélectionner une tâche qui m'intéresse. Par exemple, j'ai un article sur l'architecture hexagonale à lire. Et je vais en profiter pour me caler du temps dans la semaine pour pouvoir lire cet article.
Et voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, une étape de réalisation, c'est juste après. Et ben, je vais lire mon article, je vais faire une lecture active, je vais prendre des notes quand mon temps est arrivé pendant la semaine, et je vais m'arrêter là. Je vais me prendre une pause de 24-48 heures, histoire de laisser à mon cerveau le temps de digérer, et ensuite je vais passer à la troisième étape, qui est une étape de vérification, où je vais revenir sur mes notes et en sortir les points bloquants. Par exemple, sur cet article, j'ai pas bien compris la différence entre les ports primaires et secondaires. Et enfin, je vais passer à la quatrième étape, qui est une étape d'adaptation, et où je vais retirer de cette étape de vérification des nouveaux objectifs. Donc par exemple, un nouvel objectif sera de trouver des articles qui parlent spécifiquement des ports primaires et ports secondaires pour que je puisse enrichir ma connaissance là-dessus. Donc j'étais bien content avec ma méthode d'amélioration continue, je pensais avoir inventé la roue, mais en fait c'était celle de Deming, la roue de Deming, qui est un process d'amélioration continue industrielle qui a été popularisé par William Deming dans les années 50 et qui aussi se retrouve sous le nom de méthode PDCA pour les 4 étapes, la Plan, Do, Check et Act, et qui est très intéressante, là où Deming en parle avec plus de concepts encore plus intéressants, c'est qu'il explique que c'est une roue qui progresse le long de la pente de l'amélioration continue ou la pente du progrès. Et je vous avoue que moi, la première fois que j'ai vu cette image, je me suis dit, mais c'est bien beau ce rocher qui avance, cette roue qui avance sur cette pente pendant qu'on est en train d'apprendre, mais qu'est-ce qui nous empêche, si on passe à apprendre quelque chose d'autre, de se prendre la roue en pleine tête et de pas pouvoir en tirer les fruits. Et là où Deming, il a un concept très intéressant, c'est la cale de l'expérience, que vous pouvez voir sur le dernier dessin. C'est qui nous dit que au fur et à mesure de l'apprentissage, avec l'expérience accumulée, on ne perd pas cet apprentissage et on peut y revenir plus tard, notamment dans une équipe. Notamment dans une équipe. Bon, cette cale de l'expérience, c'est un concept hyper intéressant pour moi, parce que je vous rappelle que j'ai quand même 6 ans d'expérience. 6 ans d'expérience que je suis en train de remettre en question, mais j'aimerais pas les perdre. J'ai quand même des choses que je sais dans ma carrière de dev. Et donc, c'est super pour moi de pouvoir valoriser l'expérience acquise. Il se trouve que notre métier de dev est ultra pluridisciplinaire, donc on a plein de compétences à avoir au quotidien pour pouvoir fonctionner normalement, savoir maîtriser un IDE, maîtriser un gestionnaire de version, avoir quelques skills sociaux comme repérer un PO dans une salle. Tout ça c'est hyper utile et c'est pas des choses qui ont une incidence sur ce que je remets en question, c'est ma méthode de faire du code. Et donc, je peux me concentrer sur la qualité de mon code tout en gardant ces apprentissages déjà valides, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. La bonne métaphore, c'est celle-ci. Si demain vous voulez devenir un véritable orchestre et que vous connaissez rien ni au solfège ni aux instruments, ça va être très compliqué de vous mettre à plusieurs instruments en même temps et ça va peut-être même être tellement compliqué que vous allez abandonner. Alors que si vous avez déjà des notions de piano, de solfège, ce sera plus facile, par exemple, de vous mettre à la guitare, voire à la batterie, parce que vous partirez déjà avec des choses de base qui vous aideront à progresser dans la suite. Donc c'est ça exactement ce que j'appelle par valoriser l'expérience acquise, c'est ma carrière me sert dans le sens où il y a plein de choses qui sont en dehors de ce que je remets en question, qui m'aident au quotidien. Et donc j'ai pu progresser assez rapidement et j'en veux pour témoin ma situation actuelle. Actuellement, je suis toujours développeur full stack, mais cette fois chez Loit, qui est une startup qui fait dans l'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. Et on développe une application qui est basée sur l'architecture basée sur la CleanArchi, dont l'architecture est basée sur la CleanArchi, pardon. On a une équipe de 10 développeurs découpés en 2 autres équipes qui interviennent sur des modules métiers différents. Et notamment grâce à notre architecture, moi je peux utiliser tout le code que j'écris, il est issu du processus de design de code qu'on appelle le TDD. Et enfin, chez Loit, je suis un peu moteur, parce que c'est des problématiques qui m'intéressent, sur les méthodos DDD. Et notamment, on a pu utiliser pas mal l'event storming comme outil de communication pour échanger plus au sein de nos équipes PO et produits et dev sur les problématiques métiers et un peu mettre les choses à plat. Je vous ai remis là un peu toutes les étapes des choses qui m'aident à progresser au quotidien. Ça ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde parce que c'est une méthode qui est très subjective et qui est adaptée surtout à moi. Mais si vous voulez en prendre, n'hésitez pas. Et ça me rend vachement plus serein quant à mon futur de développeur parce que je sais que j'aurai 1 ou 2 remises en question encore dans ma carrière. Pour finir, une photo de Pogno. Vous pouvez vous extasier.
Je vous ai mis un lien là dans lequel j'ai compilé quelques ressources qui ont été un peu vraiment très utiles dans ma remise en question vers le craft. Donc si vous êtes plutôt junior, parce que si vous êtes déjà des habitués du craft, je suis pas sûr que ça vous aide, mais vous pourrez checker ce lien. Là-bas, vous avez le lien de feedback. Et là, vous avez mon mail. Si jamais les ressources vous suffisent pas, j'ai toute une biblio, donc je peux vous en donner d'autres si ça vous intéresse. Et toutes les illustrations que vous avez vues sur cette conférence, elles sont de F. Coston et elles ne sont pas libres de droit. Donc si vous pensez ou vous voulez les utiliser, merci de nous contacter. Merci à tous.